Et bonsoir. Aujourd'hui, on va lire une histoire de merveilles et légendes de Bretagne, Frissons et Facéties, une histoire écrite par Xavier Husson. Et l'histoire en question, puisque c'est une histoire tirée d'un ouvrage, s'intitule La charrette fantôme. Je m'installe. Ce jour de novembre ne présageait rien de bon. Le ciel était bas et gris, comme souvent en cette saison. Les nuages venaient s'accrocher aux plus hautes collines de la lande, glissant doucement sur les pentes arides, tels d'informes fantômes, cherchant à gagner silencieux le creux des vallons. Excepté quelques corneilles tournoyant dans l'air froid, il n'y avait âme qui vive à des lieues à la ronde. Et si jamais il y en avait eu, ne serait-ce qu'une, elle aurait quitté l'endroit, chassée par le chant lugubre de ces noirs volatiles. Tout n'était donc que caillasse, bruyère sauvage et buissons ras. Les arbres eux-mêmes ayant décidé depuis fort longtemps d'aller planter leurs racines en des terres plus meubles. Une route unique traversait de part en part ces landes inhospitalières, reliant la côte au nord du pays. Le voyageur, cherchant à rallier l'une ou l'autre des deux destinations, n'avait d'autre choix que d'emprunter cet itinéraire peu engageant. Pour achever de ternir une réputation qui n'en avait plus guère besoin, de vieilles histoires étaient colportées par les vents dans toutes les oreilles qui, à l'époque et en ces lieux, s'ouvraient volontiers aux paroles les plus sombres. Oui, vraiment, ce jour de novembre ne présageait rien de bon, car, outre l'atmosphère inquiétante et immobile de cette région, un détail laissait paraître que le temps de cette immobilité était compté. En contrebas d'une ravine, là où la route formait un coude, 3 grosses pierres se trouvaient en travers du chemin, et leur disposition laissait à penser qu'elles n'étaient pas là suite à un éboulement naturel, mais que quelqu'un les y avait placées délibérément, pour faire barrage. Gilles Le Filou n'était pas un mauvais bougre. Il devait son sobriquet au tempérament facétieux hérité de son père. Bien des fois, ce grand gars au regard malicieux avait fait tourner les gabelous en bourrique, et, au village, on se plaisait à raconter ses nombreux tours pour échapper aux gendarmes chargés de faire main basse sur les marchandises de contrebande qui fleurissaient sur toute la région côtière. Gilles habitait une petite masure isolée, là-bas, tout au nord de la falaise, avec le vent et les goélands pour uniques compagnons. Lorsque ses maraudes ne l'entraînaient pas dans les criques les plus reculées pour traiter quelques affaires louches, il gagnait la ville, allait se perdre dans le méandre d'étroites ruelles commerçantes, terrain de jeu favori des vide-goussets et autres diseurs de bonnes aventures. L'aventure, elle n'était qu'à quelques toises, en contrebas de la venelle du port. Il n'y avait qu'à suivre l'odeur des quais, celle du goudron de calfatage mêlé au relent de poissons. L'aventure commençait aussi dans les tavernes, où les recruteurs d'équipage trouvaient leur compte parmi une clientèle enivrée. Le gars qui s'endormait sur un coin de table encombré de verres vides avait toutes les chances de se réveiller, un baquet d'eau salée à la figure, sur le pont principal d'un navire à destination des Indes, des Caraïbes ou tout autre bout du monde exotique. Gilles Le Filou, lui, fréquentait les tavernes pour toute autre raison. Les langues s'y déliaient plus que partout ailleurs. Du pain béni pour les oreilles indiscrètes, une source d'informations sans pareille. Il y avait juste qu'à entrer, s'asseoir dans un recoin sombre et se faire oublier, fondu dans le décor, tel un marin solitaire à méditer sur ses voyages passés. Puis, sans rien laisser paraître, observer, écouter, s'informer des nouvelles d'ici et d'ailleurs, saisir une confidence, une indiscrétion, glaner le moindre indice, signe d'une belle affaire à venir. Un lieu d'inspiration, territoire de chasse au sein duquel Gilles Le Filou se comportait comme une bête à l'affût. Voilà comment, un soir, les bribes d'une conversation vinrent se poser sur le rebord de sa bolée de cidre, tel un oiseau sur la branche d'un arbre. Une conversation évoquant l'envoi de monnaie trébuchante, fort attendue par le capitaine d'un navire de commerce sur le départ. Les fonds, nécessaires aux achats d'étoffes précieuses et autres épices rares, devaient arriver le surlendemain, par simple malle-poste, pour ne pas attirer les convoitises. Gilles Le Filou tenait son affaire. Les conditions semblaient favorables pour échafauder un mauvais coup, comme lui seul pouvait l'imaginer. C'est ainsi qu'aujourd'hui, au creux d'une ravine, un des endroits les plus isolés que devait emprunter la malle postale, 3 pierres barraient la route, juste au sortir d'un virage un peu sec. 3 pierres, au lieu-dit Fort Karl Diaoul, la fourche du diable.
Une étroite sente pierreuse traversait la grande route, formant cette croisée de chemins. Un calvaire y avait été dressé pour conjurer le mauvais sort. Dissimulé derrière ce petit monument de granit couvert d'un lichen vert de gris, Gilles le Filou s'était embusqué dans la bruyère, secoué par les bourrasques de vent, un petit mousquet chargé, mousquet dont il ne s'était jamais servi, si ce n'est pour se donner un air des plus convaincants. Il attendait depuis bientôt 1 heure, avec une attention croissante, au fur et à mesure que s'égrenaient les minutes, l'oreille attentive au moindre signe d'approche d'une voiture à cheval. Puis, son attention se relâcha un peu. Le ciel semblait venir s'écraser sur la terre, tant il était bas. Un ciel devenu plus sombre, menaçant. Giles considérait ce paysage austère, mangé par d'épais nuages. Combien l'endroit portait bien son nom, Fort Radiaoul. Soudain, il dressa l'oreille. Là-bas, il en était certain, une roue cerclée de fer avançait sur la route. Giles se figea, la main refermée sur la crosse du mousquet. Une voiture allait sortir du virage. Giles le Filou, recroquevillé, vint se caler contre le pied du calvaire, prêt à surgir. Le grincement de l'équipage était maintenant bien net, mêlé au souffle du vent et au craillement des corneilles, là-haut. Elle s'envolait vers l'est. À l'écoute, Giles sut que la malle-poste venait de surgir du tournant. Surgir? C'est étrange, une chose n'allait pas. Ce qu'il entendait ne correspondait pas à la course d'un puissant attelage, tirant une lourde voiture. Non, ça grinçait, terriblement. Les cieux semblaient gémir d'une telle lenteur, lenteur ordonnée par le pas fatigué d'un unique cheval. Alors, l'attelage s'immobilisa, suivit un frémissement de naseaux. Il devait avoir atteint l'obstacle de pierre. Gilles le Filou restait interdit, dans l'attente alourdie par un silence oppressant. Un silence terrible. Les corneilles avaient disparu, et le vent même s'il soufflait encore, donnait le sentiment de murmurer. Le vent gémissait, une longue plainte, plainte glaçante. Gilles le Filou, le dos appuyé au granit, risqua un œil avec l'appréhension de ce qu'il allait découvrir. Dans ce paysage lugubre, l'ombre d'un équipage se tenait à l'arrêt, juste au-delà des 3 pierres. Un cheval osseux, à la robe noire, était attelé à une charrette sépulcrale, surgie de la nuit des temps. La bâche claquait au vent, laissant flotter quelques lambeaux de toile, tels de sinistres étendards. Sur l'avant, une lanterne pâle et terne oscillait doucement. La faible lueur révélait la silhouette du conducteur. L'homme se tenait debout, très droit, immobile sous un long manteau sombre, dont le col relevé, ainsi qu'un chapeau de feutre à large bord, dissimulait un invisible visage. Cette vision, irréelle, glaça le sang du malheureux Gilles. Dans le lointain, de derrière les collines, montait le glas d'un clocher, soudain couvert par la pelle du mystérieux charretier. Holà, toi qui te caches quelque part alentour. Viens, viens donc libérer le chemin, que je puisse reprendre ma route sans tarder. Karigananku, la charrette du passeur ne peut attendre. Si mon temps est précieux, sache que le tien, plus que jamais, est compté. Écoute, écoute bien, inconscient que tu es, à rester tapi dans la bruyère. Écoute ce que je vais te dire. Pour chaque minute, entends bien, pour chaque minute que me feront perdre ces pierres, placées là par tes soins, en travers du chemin, je me dédommagerai sur ton espérance de vie. Au plus tu tarderas, au plus tôt ton dernier souffle rendra. Allons, à moins que tu ne souhaites rejoindre mon chargement pour un repos éternel. Ne lanterne pas. Et souffle le vent d'ouest, sur la lande rase. Gilles le Filou ne se le fit pas dire 2 fois. C'est un homme courbé, la peur sur les épaules, qui sortit à découvert. Il se précipita, sans oser lever le regard, vers le terrible attelage. Il s'arc-bouta contre la première roche, s'éreintait dans l'effort pour la faire verser sur le bas-côté. Puis la seconde. Lorsque la troisième roula dans le fossé, de nouveau, la voix d'outre-tombe couvrit le long bruissement des naseaux du cheval famélique. Voilà qui est bien, Gilles-Marie dit le filou. Le sablier de tes jours à vivre peut à nouveau se couler normalement. Cependant, sache que par ta faute, ton heure viendra plus tôt
qu'elle n'aurait dû. Je viendrai donc te chercher en ta demeure, là-bas, tout au bout de la falaise. Tu as encore du temps, mais ne tarde pas à régler tes affaires. Gilmari Kalu. Kenavo. Et l'équipage de s'ébranler sans qu'aucun ordre ne soit donné. Il passa devant Gill le filou, chapeau en main, tête basse, ruisselant d'une sueur froide. Les roues cerclées de fer, de leur lenteur pesante, broyaient les pierres du chemin. À nouveau, les essieux laissaient échapper de lugubres grincements, des grincements à faire éclater les dents, à déchirer les oreilles. La charrette fantôme s'engagea dans la sente pierreuse pour rejoindre quelques villages ou hameaux isolés, prochainement frappés par la funeste nouvelle. C'était assez pour le pauvre bougre. Gill le filou rassembla ce qui lui restait de force et de courage pour se carapater à travers la lande, accrochant braque-bras et bras de veste aux broussailles griffues. C'est bien pâle qu'on le vit rentrer, tard le soir, dans une des tavernes du port. Il paraissait avoir vieilli de 10 ans. L'éclat malicieux de son regard s'était éteint. Il vint échouer à une petite table vide, près de la cheminée, avec le désir de se réchauffer l'âme et le corps, se ressourcer dans cette atmosphère ambrée aux senteurs de tabac bleu. Pourtant, rien n'y faisait. Il ressentait toujours ce grand froid intérieur. L'idée de s'en retourner chez lui, au risque d'entendre à chaque instant le sinistre gémissement d'un essieu au bout du chemin, cette funeste perspective le plongeait dans un profond désarroi, si bien qu'il prit la décision de n'y jamais retourner, de quitter le pays au plus tôt. Demain, aux premières heures du jour, il partirait en quête d'une place de matelot. Peu importe que le navire soit marchand ou militaire, qu'il soit flibustier ou Terre-Neuve, Gill le filou voulait prendre la mer, avec l'espoir de mettre une grande distance entre lui et cette terre dont les croyances et autres légendes s'estomperaient peut-être avec les miles parcourus sur de vastes océans. Ainsi fut fait. Au matin, Gill le filou griffonnait avec maladresse son nom au bas d'un papier jauni, signifiant son engagement parmi l'équipage d'un petit brick de commerce. Son armement achevé, le Dema devait appareiller à la prochaine marée. Gill passa sa première nuit sur le navire. Il était d'usage de partager son hamac avec un autre marin du bord, dans le gaillard d'avant réservé aux simples matelots. L'espace n'était pas bien grand. Cependant la cohabitation, les ronflements, les conversations à voix basse, les odeurs de pipe, cet environnement le rassurait, tant il se sentait encore marqué par la terrible rencontre. Le lendemain, à l'aube, profitant d'un vent léger, le brick prenait la mer. Gill le filou, à l'ouvrage sur le pont, n'eut pas le loisir de contempler la côte, qui s'éloignait en poupe. Tout juste jeta-t-il un dernier regard sur les falaises grises au loin, un sentiment partagé entre regret et soulagement. À partir de ce jour, Gill le filou parcourut tous les océans du globe, les mers aussi. Il connut la promiscuité du bord, la dure vie des matelots, les tempêtes les plus terribles. Il fut effrayé d'apprendre qu'il ne s'agissait là que de simples coups de vent. Une tempête? Gangast, c'est autre chose, mon garçon. Plusieurs fois, il changea de navire, se retrouvant même à bord d'un brigantin corsaire. Flibustier, il sentit l'odeur et le goût de la poudre, la clameur des hommes sur les ponts, dans les haubans, sous la mitraille, les râles et les plaintes après le combat. Plus d'une fois, il crut s'être jeté malgré lui dans les bras de celui qu'il avait tant voulu fuir. Combien de lames, qu'elles soient issues de la mer ou de l'acier des hommes, combien de lames avaient voulu couper court à sa vie, combien de boulets l'avaient frôlé. Et puis, le temps avait fait son œuvre. La crainte s'était estompée, pour disparaître, diluée dans les nombreux souvenirs que génèrent les voyages lointains. Passèrent les années, d'un continent à l'autre, quelques tours du monde. Puis, d'un coup, sans crier gare, les marins savent bien, eux, comment les choses se passent. Comment un matin, on descend de son hamac, c'est si soudain, ça vous tombe dessus, sans crier gare. Voilà Tipac le marin à la nostalgie du pays, la nostalgie d'un bon café bohu, cette odeur si particulière qu'a le café breton, resté un temps indéterminé sur le poêle à bois, dans une vieille cafetière en émail qui siffle. Un parfum de chez soi, plus fort que tous les parfums d'ailleurs. Alors, Gill le filou décida de rentrer chez lui. Il avait eu son compte d'aventure. Il se sentait fatigué, épuisé, tant d'errances maritimes. Il se mit donc en quête d'un navire, à bord duquel il pourrait rallier, sans délai, le premier port breton venu.
L'occasion se présenta très vite. Voyage de retour. Passèrent les semaines. L'impatience de journées trop longues. Puis ce fut Cornog, le vent d'ouest, qui souffla dans les voiles. Cornog, c'est déjà un peu la Bretagne, même si l'horizon restait vide de toute terre. Jusqu'à cette fin d'après-midi. Le soleil était rasant sur les vagues. Jill était dans la mâture. À la proue, la nuit gagnait sur un jour sans nuages. Le ciel flamboyait au dernier rayon du couchant, et le navire filait droit, une légère gîte sur bâbord. Une mouette vint tourner autour du vaisseau, une mouette rieuse avec sa tête noire. De son cri rauque, elle venait souhaiter la bienvenue aux marins de retour chez eux. On sent la terre avant de la voir, et c'est bien vrai. Ça sentait la bruyère, ça sentait le jonc. Au petit matin, le navire glissait vers l'Orient. Grâce aux bénéfices tirés de ses voyages, Jill le filou put se poser dans un coin paisible. C'en était terminé de ses errances au long cours, comme de ses filouteries des temps passés. Juste le désir de cultiver un petit lopin de terre. Regarder pousser ses salades, ses tomates, et, par la fenêtre ouverte, savoir au sifflement de la cafetière en émail, sur le poêle à bois, que le café est prêt. Un bon café bouillu. Et puis descendre au bourg, prendre des nouvelles, faire la causette de tout, de rien. Un jour que Jill s'en revenait, il pleuvait, comme il arrive parfois en Bretagne. Une pluie drue, sans un souffle de vent. Une de ces pluies qui laissent imaginer qu'elle ne cessera jamais, tant elle ne fait qu'un avec le ciel immobile. Un ciel gris, d'une telle densité qu'on pourrait presque le toucher. On n'y voyait pas à 50 pas, et le chemin que Jill empruntait n'absorbait plus, tant la terre se gorgeait d'eau. Ce n'était plus qu'un ruban de boue grasse, au milieu duquel, à mi-pente, une voiture semblait bloquée dans les ornières. D'un coup, les vieux démons de Jill ressurgirent d'obscurs souvenirs enfouis. Comme il marquait un temps d'arrêt, il fut rassuré, autant qu'étonné, par l'étrange chargement. L'arrière de la charrette était rempli de fer à cheval rouillé et de chaussures aux semelles usées. Comme il arrivait à la hauteur du conducteur, afin de lui proposer une aide éventuelle, son sang se glaça d'un coup. Il reconnut le cheval noir, ses flancs osseux. Il reconnut la sombre silhouette immobile, laquelle le toisait de toute sa grandeur. Le large chapeau, le manteau ruisselant de pluie, et toujours la faible, très faible lanterne, sur le point de s'éteindre. Il voulut fuir, se mettre à courir, mais ce fut à l'image des rêves les plus terribles, lorsque les semelles se font de plomb. Toute fuite devient impossible, et le danger auquel on souhaite échapper de vous engloutir tel une eau noire. Les jambes de Jill étaient prises dans la boue jusqu'au-dessus du mollet. Malgré ses efforts, il ne pouvait que constater son impuissance, en continuant même de s'enfoncer au niveau des genoux. Jill Marie Kerguenou, dit le filou. Fit le passeur d'une voix grave. Je te retrouve enfant. Sais-tu, mon garçon, que ton temps est passé depuis longtemps. Tu m'en as fait parcourir du chemin, des années durant, jamais au même endroit, toujours un temps d'avance. Combien de fois as-tu deviné ma main tenter de te saisir? Combien de fois m'as-tu senti te frôler? Mais toujours tu te dérobais, filou que tu es. Vois la quantité de chaussures que j'ai pu user à te courir après, sans parler de ces fers pour mon cheval. Mais ta course est terminée. Il est grand temps de me suivre, Jean-Marie Kerkenou, sans plus tarder. Han Ankou, le passeur, tendit une main blanche et maigre. Dès cet instant, Jill n'éprouva plus le vent froid, ni l'averse sur son visage. Il n'eut plus la sensation désagréable de son vêtement trempé, alourdi par la pluie. Il n'avait plus peur. Monte, Jean-Marie Kerkenou. Ne sois plus effrayé. Il est encore un voyage à entreprendre. Un voyage ultime.